Bonjour à vous tous et toutes, très heureux de pouvoir vous retrouver pour ce journal différent des autres. Dans ce journal, nous retenons des infos positives glanées dans les différentes rédactions. Et pour ouvrir ce journal, nous allons nous rendre en région namuroise, à Vierde, là où se trouve le siège d'une société très connue, la société Thomas et Piron. Elle a récemment inauguré son nouveau bâtiment pour ses employés. Active dans la construction, l'entreprise a décidé de montrer l'exemple en érigeant un bâtiment zéro énergie et même à énergie positive. À l'heure où le réchauffement climatique inquiète les citoyens, des entreprises embrayent le pas pour sauvegarder notre planète. Cela passe par la construction de bâtiments respectueux de l'environnement. Les nouveaux bureaux de Thomas et Piron à Vierde répondent à cette attente. Nous avons voulu de ce bâtiment exemplaire. Notre premier bâtiment était déjà passif. On a voulu faire beaucoup plus cette fois-ci en faisant un bâtiment que l'on appelle ZEB, Zero Energy Building. C'est quoi le ZEB? Ça part d'un bâtiment passif, donc déjà très bien isolé. Et ensuite, la consommation que nous avons dans le cadre du bâtiment est compensée par de la production sur le site. La production verte permet ici de couvrir la consommation primaire et secondaire du site. La consommation primaire, c'est grosso modo le chauffage, la climatisation, et la consommation secondaire également, c'est-à-dire les PC, les photocopiers, etc. Tout ça est compensé à la fois par une géothermie qui nous permet déjà d'économiser 50% de l'énergie que nous aurions dû avoir besoin pour faire fonctionner le bâtiment en chauffage et en climatisation, et ensuite par des panneaux photovoltaïques. On a 161 kW crête de panneaux qui prennent le complément de consommation. Au total, 760 panneaux photovoltaïques ont été installés, ainsi que 8 puits de géothermie pour aller puiser de la chaleur. Grâce à ce tout nouveau bâtiment, cette entreprise de construction namuroise espère obtenir des labels. Le label d'abord ZEB, donc qui est lié simplement au caractère énergétique et donc zéro énergie. Et puis au-delà de ce label qui est un label belge, nous avons effectivement essayé d'obtenir un label qui s'appelle un label BREEAM. Donc BREEAM étant un label anglais qui détermine une certaine qualité de bâtiment, qui va au-delà de l'énergie puisqu'il prend d'autres paramètres, mais dont l'énergie est un paramètre principal. Et là, nous avons visé un label excellent, donc qui est l'avant-dernier critère en termes de qualité de bâtiment. Ce label BREEAM exige des installations favorables, notamment à la biodiversité. Au niveau du bâtiment, vous avez été attentif à développer la biodiversité. C'est quoi, il va y avoir des cigognes sur le toit? On n'est pas dans des cigognes, mais on espère avoir des moutons dans le verger, des abeilles, etc. Oui, tout à fait. La biodiversité est un critère important qui nous a ramené effectivement pas mal de points aussi dans le cadre du BREEAM. Ça part déjà de toitures végétales, dans lequel on a généralisé des toitures végétales sur l'ensemble de notre bâtiment. Cet arbre situé à l'accueil symbolise l'empreinte verte de l'entreprise et tant pis s'il exige beaucoup de temps pour l'arrosage, un arrosage à l'eau de pluie évidemment. Le développement durable, c'est son combat quotidien. Une jeune Dinantaise de 25 ans a récemment été sélectionnée pour être la déléguée jeunesse pour le développement durable à l'ONU. La voici, la nouvelle déléguée du Conseil de la jeunesse en matière de développement durable. À côté de son métier de juriste, Loni a accepté de se prêter au jeu par conviction personnelle. J'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui touche aux droits de l'homme et au développement durable par la suite. Et j'ai toujours été fort active dans le milieu associatif, dans tout ce qui était association étudiante, ONG. C'est des choses qui me parlaient beaucoup. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de pouvoir aller à la rencontre des jeunes et de récolter surtout leurs préoccupations pour que d'ici 2030, on puisse vraiment voir des efforts fournis et des choses qui changent. Le Conseil de la jeunesse qu'il a sélectionné a pour objectif de faire entendre la voix des jeunes sur différentes thématiques et à différents niveaux de pouvoir. L'ONI rejoint cette mission. Je vais aller à la rencontre des jeunes, je vais leur poser des questions en rapport avec le développement durable, je vais essayer de récolter leur avis et l'idée c'est de porter leur avis à une des conférences de l'ONU, donc en juillet à New York. Une mission qui va demander du temps et de l'énergie à cette jeune Dinantaise puisque dans ce processus, elle sera seule. Mélanie a déjà un plan d'attaque.
L'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de jeunes issus de milieux socioculturels très différents et donc de participer à des événements déjà festifs. Je pense que ce soit des festivals, je pense à des journées de mobilisation ou ce genre de choses où justement j'aurais plus l'occasion de retrouver un nombre de jeunes assez important. Le Conseil de la jeunesse s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans qui souhaitent toucher directement le monde politique avec leurs avis et opinions. Se rendre à vélo à l'école, c'est devenu une pratique de plus en plus courante et il faut dire que c'est entre autres une conséquence des marches climat. À Ciney, les élèves de l'Institut Saint-Joseph ont décidé de se lancer dans l'aventure cycliste tous les mercredis. 7h05 précise, sur le Ravel à Avelange, c'est le premier point de rendez-vous et pas question de prendre du retard. Si on arrive 2-3 minutes en retard, le risque c'est qu'ils soient partis et que les groupes arrivent plus restreints à l'école, quoi. Ce qui est moins sécurisant finalement. Moins sécurisant et moins convivial aussi. Le but c'est aussi de se retrouver un maximum, de pouvoir échanger aussi sur le trajet et d'arriver à 15 ou 20, en tout cas ici sur le Ravel à Saint-Jean. Deuxième halte pour cet itinéraire, la gare de Hamois, toujours sur la ligne 126. Le groupe s'étoffe. Là on rejoint une bonne dizaine d'élèves à mon avis qui arrivent des différents villages de la commune de Hamois. Et puis après c'est Amptine et puis Ciney. Ça a été ? C'est pas trop dur ? Non, je fais du vélo tous les jours donc... Vous habitez où ? Ah, moi ici, plus haut que l'église. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer ? Pour bouger un peu et pour arrêter de prendre la voiture le plus souvent possible. Sinon, tu viens comment ? En voiture. Tu le feras jusqu'à la fin de l'année ? Je crois, enfin ça dépend de mes parents. 7h30, il reste une demi-heure pour rejoindre l'école. Rouler en groupe, c'est nettement plus cool, on s'encourage sans voir passer les kilomètres et l'assistance technique est prête à l'école s'il y avait un souci technique majeur. On y va ? De Amptine, on file sur Ciney. Il faut être à l'école pour 8h, le temps de se remettre en selle pour les cours cette fois. On a décidé que maintenant, tous les jours, on viendrait à l'école en vélo. Tu as fait combien de kilomètres ? Je sais pas, mais j'habite vraiment pas loin. J'habite à 7 minutes en voiture, plus ou moins. Donc en vélo, c'est vraiment pas grand-chose. C'est chouette, c'est convivial, on est tous ensemble. Voilà. Disons que c'est normal de le faire en fait, ça semble vraiment normal. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire quoi. Tu te sens comment ? Un peu fatigué et il fait chaud. La douche sera donc bienvenue, le petit remontant aussi, sous l'œil des directeurs qui ont suivi l'enthousiasme des élèves lors des manifestations pour le climat. Nous avons des éducateurs qui ont encouragé cette initiative, c'est une très belle idée et on voit que ça prend véritablement une ampleur que l'on n'espérait pas forcément au départ. Succès donc pour ce deuxième numéro. Quelques enseignants ont promis de se joindre au mouvement la prochaine fois, peut-être avec des vélos électriques. Certains élèves ont décidé de venir chaque jour à vélo. Ici, on n'espère qu'une chose, c'est que le mouvement fasse tache d'huile aussi dans les autres établissements scolaires sinassiens. Une bonne nouvelle au niveau de l'emploi et plus précisément à la base aérienne de Florennes. Après des années sombres, la base voit enfin son avenir s'éclaircir et cela suite à l'arrivée prochaine des F-35 et de nouveaux avions pilotés à distance et du coup, on va recruter à tour de bras. La base militaire de Florennes va connaître un nouveau souffle, on craignait le contraire. C'est ce qu'est venu annoncer Didier Reynders, l'actuel ministre de la Défense. Il était accompagné des responsables de la force aérienne belge. La base de Florennes a au contraire un grand avenir puisqu'il a été décidé que les premiers engins pilotés à distance viendront sur la base de Florennes en 2023 et que les premiers F-35 comme première base, les avions seront affectés ici aussi à partir de 2025 à la base de Florennes. Donc la base de Florennes est repartie pour les 50 ans à venir. Avec l'arrivée des F-35 en remplacement des F-16, avec aussi donc la présence des MQ-9, des avions pilotés à distance, le site de Florennes va être en grande partie repensé. On va beaucoup construire des hangars, des bâtiments pour la maintenance, on va même construire une crèche. 300 millions d'investissements sont prévus sur 10 ans. On annonce aussi le recrutement d'énormément de personnel. Rien que pour Florennes, on parle d'une centaine de personnes par an.
Le profil le plus recherché, c'est un jeune qui a donc accompli les secondaires, qui peuvent être techniques par exemple, et qui a une connaissance de base en anglais. Ça donne une chance de réussite qui est proche de 95%. Quand on rentre avec ce profil. En 3 ans, on le forme comme technicien pour travailler sur des machines donc les plus sophistiquées et les plus modernes qui existent en fait au monde. Et début des travaux 2022, début des livraisons d'avions 2023, fin des travaux 2025. Voilà une trajectoire aussi précise que le décollage d'un F-16. On attend l'atterrissage. Tirer le meilleur de la nature, c'est le métier de Céline Doria. Herboriste depuis quelques mois, elle a ouvert sa propre petite épicerie à Vent-Simon. Dans son petit atelier d'herboristerie, Céline conseille, crée et étudie. Marseillaise d'origine, c'est sa grand-mère qui lui a donné l'envie et les connaissances nécessaires pour réaliser des remèdes à base de plantes médicinales. De sa passion, Céline en a fait son métier. Moi, je m'épanouis énormément à faire ça parce que je me sens vraiment utile. Quand j'ai des échos, des personnes qui reviennent vers moi en me disant « c'est extraordinaire cette décoction que j'ai prise, ça a désamorcé l'infection que j'avais immédiatement et je tombe moins malade, je sens que ça me fait du bien ». Donc je suis super heureuse, ça me fait vraiment plaisir. Et en même temps, moi-même, en exerçant ce métier, j'apprends énormément. Et plus le temps passe, et plus je consulte de livres, et plus j'étudie. Et je pense qu'il faudrait une vie tout entière pour réussir à... et encore, ça ne suffirait pas pour réussir à connaître tous les bénéfices que la nature peut nous apporter. Mais moi, ça m'enrichit énormément. Quand Céline n'est pas au Mont des Vents, dans sa petite herboristerie, elle s'occupe de son vaste jardin. D'ici quelques mois, la jeune femme souhaite pouvoir produire un maximum de variétés de plantes autour de sa maison. Pourtant, Céline continuera d'importer certains produits de sa région natale. Je pense aux aromatiques, notamment comme le thym, qui là-bas pousse au soleil, donc qui est plus chargé en huiles essentielles, qui sont extrêmement bons, et qui est donc aussi plus chargé en principes actifs. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, même si on sait cultiver ces plantes-là ici et les utiliser aussi. Je pense que c'est intéressant pour moi d'en garder en provenance du sud de la France. Grâce à certaines combinaisons, elle crée des tisanes, des décoctions et par exemple aussi des huiles de beauté. Convaincue du bienfait des plantes pour soigner la santé et le moral, elle met pourtant toujours ses clients en garde. Le diagnostic doit être posé par un médecin pour tout souci que l'on rencontre. Et une fois le diagnostic posé, si on se retrouve un peu démuni, par exemple, face à une infection virale, là, on peut s'orienter vers les plantes. Mais mettons qu'on ait un souci, une douleur très intense à la gorge accompagnée de fièvre, là, ce sera très très important de voir son médecin qui va contrôler en fait qu'il n'y ait pas une infection bactérienne. Si c'est le cas, on devra prendre des antibiotiques. Au Mont des Vents, Céline reçoit ce rendez-vous, mais elle se déplace également pour partager ses connaissances au grand public lors de conférences ou d'ateliers. Bye bye les fast-food, bonjour la cuisine saine. On revient sur une initiative lancée pendant le congé de Pâques par la Maison de la Laïcité de Philippeville. Cette maison a organisé un stage pour apprendre à la jeune génération à mieux manger. Quitter la planète du manger crado pour apprendre à se nourrir plus sainement. Voilà la mission donnée à 5 enfants lors d'un stage organisé par la Maison de la Laïcité à Philippeville. Alors dis-moi un peu, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Je mélange. Tu mélanges quoi? C'est pour faire quoi? Pour faire du pain. Et du pain à quoi? Explique-moi un peu, qu'est-ce que tu as mis dedans? Du pain à la tomate. J'ai mis de la farine, de la levure et du sel. Apprendre à faire à manger plutôt que d'acheter des plats tout préparés au magasin, voilà la clé vers une alimentation plus équilibrée. Une personne sur 5 aujourd'hui meurt de la malbouffe. Ça justifie pleinement le stage de la semaine où, par l'expérience, on veut montrer aux enfants qu'il est possible tout à fait de manger autrement, d'éviter les déchets. On jette 30% de la production alimentaire dans le monde, ce qui est une ineptie. D'autant plus qu'il est possible de cuisiner sans faire de déchets. Sachez-le, les fans de carottes et les racines de poireaux, c'est comestible, c'est même plutôt bon. Qu'est-ce que tu as préféré comme épluchure? Les épluchures de tomates.
Pourquoi? Vous en avez fait quoi exactement? Des chips. Des chips de tomates, des pancakes aux épluchures de carottes, de la confiture avec les verres de poireaux, comme quoi tout est possible. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Les choses que vous cuisinez ici ou un hamburger et des frites d'un fast-food? Les choses qu'on cuisine ici. Pourquoi? Parce que c'est naturel et voilà. Qu'est-ce que tu as appris ici cette semaine et que tu vas peut-être apprendre à tes parents ou apprendre à quelqu'un d'autre? Cuisiner, on a appris à cueillir, à jardiner. Et oui, parce que manger plus sainement, c'est bien, mais comprendre et savoir d'où viennent les produits que l'on cuisine, c'est encore mieux. On les a initiés au semis, où ils ont réalisé d'ailleurs des petites serres de germination pour des cycles en terre et de la salade. Et l'après-midi, nous sommes allés à la rencontre du maraîcher qui fournit notre école de devoirs, puisque au départ du stage, en fait, derrière, il y a une école de devoirs et les grands de l'école de devoirs encadrent les plus jeunes durant la semaine. Une semaine qui semble avoir rempli son objectif. Reste aux enfants à partager les bonnes pratiques apprises pendant ces quelques jours. Le centre de revalidation des animaux sauvages, le Créavès de Namur, s'est installé dans son nouveau nid, toujours à Tampou, mais cette fois-ci, il est situé près des pépinières de la ville de Namur. Grâce à de nouvelles infrastructures, les bénévoles de Créavès vont pouvoir soigner dans de meilleures conditions les oiseaux et les petits mammifères blessés. Georges est aux petits soins pour ses patients. Il est bénévole au Créavès de Templou, un centre de revalidation des animaux sauvages. Une association qui a récemment déménagé près des pépinières de la ville de Namur et qui profite désormais d'une infrastructure plus confortable grâce au soutien de la commune. C'est plus vaste. On a pu installer plusieurs volières, on dispose de plus de place. De plus, on est situé ici en pleine nature, où on a des terrains découverts, on a de la forêt, on a des campagnes. Donc pour la remise en liberté des animaux, nous sommes vraiment à l'endroit idéal. Les principaux pensionnaires de Créavès sont des oiseaux ou encore de petits mammifères. S'occuper d'eux demande du temps et des bras. Bénévoles vous aident. Les bienvenus, le travail ne manque pas. Le travail ne manque pas, surtout en pleine saison où là on va avoir énormément de petits oisillons à gaver et voilà, ça prend un certain temps et ça requiert assez bien de personnel, quoi. Alors il y a le nettoyage des cages, le gavage et les soins médicaux à apporter aux animaux, quoi. Voilà. Georges aime partager des moments avec ses oiseaux même s'il ne maîtrise pas leur langage. Vous savez siffler comme une mésange? Non, pas vrai. Un loriot? Non plus. Citer le torche-peau? Non plus. Comme quoi alors? Je sais pas moi, le coucou peut-être. Bah, faites-le nous. Coucou. Si vous avez envie de faire un petit coucou à cette chouette, elle vous attend ce samedi de 13h à 16h30 à l'occasion des portes ouvertes de cette clinique animalière. On vous parle à présent d'une reconversion, toujours en lien avec des animaux. Dans la région de Étal, un couple s'est découvert une passion pour des British Shorthair, une race de chat à la tête et aux yeux tout ronds. Il y a quelques années, Isabelle et son mari se sont découvert une passion pour les chats. Leur race de prédilection, le British Shorthair. Le couple en élève 9 au total. On a adopté un premier chat de race, British blanc, qui est caché pour le moment. Et il nous a séduit vraiment, son physique tout rond, sa douceur, le fait qu'il soit très présent, très proche tout le temps. On est tombé amoureux de ce chat, on a décidé d'avoir un deuxième chat. Et puis on avait un peu de temps libre, les enfants devenaient grands, avaient leurs propres occupations. Donc pour occuper ce temps libre, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Allez, on avance pour la peser les loulous. Hey, coucou! Les chats sont surveillés en permanence, surtout dans la nurserie où les petits sont hébergés. Grosse surveillance quotidienne, beaucoup de temps passé avec eux parce que c'est du plaisir d'abord, ça c'est une chose. Et puis effectivement, il faut voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas un petit souci de santé qui pourrait arriver. Il faut peser tous les jours, vérifier qu'ils prennent bien du poids, qu'ils grandissent bien. Et voilà. On prend ses précautions et aussi puisqu'il y a une désinfection, etc. à faire. Voilà, on n'entre pas avec des chaussures, par exemple aussi, on peut le dire. Tout à fait. On prend quelques précautions sanitaires parce que les bébés, évidemment, ne sont pas vaccinés, donc ils ne sont pas prêts à supporter tous les microbes ou les virus. Pour l'adoption, les éleveurs sont particulièrement prudents. Si le contact passe bien avec les demandeurs, les chats peuvent entrer dans une nouvelle famille à partir de 3 mois. Plusieurs contraintes s'imposent également, dont la stérilisation.
On ne laisse pas partir nos chats entiers pour éviter qu'il y ait des reproductions abusives ou accidentelles même. Tous les chatons doivent être bien évidemment identifiés, donc ils ont une puce électronique qui sont posées vers 8-9 semaines et ils sont aussi vaccinés. 2 fois le vaccin, le premier vaccin et puis le rappel quelques semaines plus tard, comme ça il part dans la vie avec vraiment toutes les chances pour que ça se passe bien pour lui. À l'avenir, Isabelle et son mari comptent bien poursuivre leur passion dévorante, passer beaucoup de temps aux petits soins de leur félin. Et voilà, on en restera là avec quelques miaulements et ronronnements de ces chats short hair. On se quitte ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la même heure et sur la même chaîne. Portez-vous bien. Au revoir.